présenter quelques applications et puis je vais montrer un peu une application, alors sans prendre le risque comme d'accord, sans prendre le risque comme Rico du live, mais avec quelques exemples néanmoins. Donc, le deep learning, l'apprentissage profond, c'est une branche du machine learning qui remonte, comme tout ce qui est big data, en fait, c'est pas si récent que ça, puisque on en trouve les premiers modèles en 1980. Il y a eu un article fondateur de Yann LeCun et d'autres auteurs en 98. Et ça s'est beaucoup développé dans les 10-15 dernières années. L'idée du deep learning, de l'apprentissage profond, c'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs avec les réseaux neurones et les algorithmes génétiques mentionnés tout à l'heure, qui est de s'inspirer de certaines, en fait, du comportement du cerveau humain et de phénomènes naturels pour trouver des algorithmes qui sont ici inspirés des neurosciences et qui essaient de modéliser des phénomènes complexes. Donc on va voir comment. Alors l'idée, c'est d'avoir des modèles profonds, donc des modèles avec plusieurs niveaux de structure, de complexité. Alors, quand on pense à un modèle profond, on peut penser aux arbres de décision. Alors, au sens où nous allons l'entendre, les arbres de décision ne sont pas profonds, parce qu'en fait, dans un arbre de décision, effectivement, il y a plusieurs niveaux. Mais chaque niveau, en fait, est similaire au niveau précédent, c'est-à-dire que on teste les mêmes variables. D'ailleurs, les mêmes variables peuvent intervenir à plusieurs niveaux d'un arbre de décision. Et il n'y a pas l'arbre peut avoir un grand nombre de... Mais tous les niveaux sont similaires entre eux. On va voir que dans les modèles de deep learning, et en particulier dans les réseaux de neurones à convolution, qui sont le modèle le plus utilisé, les différents niveaux sont vraiment différents. Donc c'est ça qui permet de modéliser des phénomènes complexes comme la reconnaissance d'images ou la reconnaissance du langage naturel. Donc c'est un sujet encore récent dans lequel il faut dire qu'il y a plus de résultats empiriques que de théorie, mais c'est en plein essor. Alors, le sujet s'est aussi développé récemment grâce à l'augmentation de la puissance informatique et notamment aussi grâce à un nouveau dispositif dont on peut disposer, c'est le calcul en GPU. Donc on connaît bien le calcul en CPU, donc le calcul qui utilise les coprocesseurs arithmétiques. La GPU, en fait, ce sont tout simplement les coprocesseurs graphiques, les processeurs graphiques que vous trouvez, qui ont été développés essentiellement pour les jeux vidéo et qui finalement maintenant, c'est amusant, sont de plus en plus utilisés pour le calcul scientifique. Ils ne sont pas forcément très puissants, mais ils sont massivement parallèles. Une carte graphique, un processeur graphique peut avoir plusieurs milliers de cœurs en parallèle, et donc on va voir que c'est ce qui permet de faire des calculs qui sinon restent quand même très lourds. Alors, le principe du deep learning, c'est que dans un modèle classique, on a toujours une phase d'extraction des caractéristiques, de sélection de variables par exemple, ou de réduction de la dimension par analyse factorielle, suivi d'un classifieur, c'est-à-dire suivi d'un modèle qui permet de prédire le résultat cherché. Dans une architecture profonde, on va avoir un classifieur qui ne sera pas forcément très sophistiqué. En revanche, on va avoir une hiérarchie de plusieurs couches, et on va voir qu'il peut y avoir des dizaines de couches dans les modèles les plus complexes pour extraire les caractéristiques. Alors, ces caractéristiques sont plus difficiles à extraire que ce qu'on fait couramment quand on fait du scoring, par exemple, puisqu'en fait, on va rechercher des images dont on ne sait pas forcément où se trouvent les éléments intéressants. Quand vous avez une base de données client, par exemple, vous savez en général qu'à tel endroit se trouve la date de naissance, à tel endroit la profession, les revenus, etc. Quand vous analysez une image, donc une image c'est un ensemble de pixels, donc vous pouvez traiter ces données-là comme un ensemble de variables avec des 0 ou 1 ou des niveaux de gris ou des couleurs. Mais en fait, les objets intéressants dans l'image ne sont pas forcément toujours au même endroit. Les images ne sont pas forcément centrées. Donc en fait,
autant dans le problème classique, on sait où se trouvent les données, là on ne sait pas forcément où elles se trouvent. Alors évidemment, on peut essayer de faire un travail préliminaire pour centrer, normaliser les données, comme le disait Rico tout à l'heure, parce que ça reste quand même utile. Mais ça ne suffit pas. Donc en fait, les modèles profonds se sont inspirés de la vision biologique et de travaux qui ont été faits et qui ont permis d'identifier deux types de cellules qui intervenaient dans la vision animale, de façon générale. Des cellules simples qui permettent de distinguer des caractéristiques fines, donc la couleur, la texture, mais des caractéristiques vraiment locales. Et puis des cellules plus complexes qui permettent de reconnaître des formes globales indépendamment de la position où elles se trouvent. Donc on a en fait des cellules qui vont travailler en haute résolution et des cellules qui vont travailler en basse résolution sans se soucier spécialement de l'endroit où se trouve l'image. Donc on retrouve cette hiérarchie dans les images qu'on analyse, et plus généralement d'ailleurs, on retrouve cette structure hiérarchique dans d'autres domaines, comme par exemple le domaine de la reconnaissance de la parole ou du texte, hein, où vous voyez qu'on peut passer du caractère au mot, au groupe de mots, etc. Donc on va d'objets les plus simples aux plus complexes. Donc vous voyez que on a une hiérarchie, comme je vous le disais, d'objets qui sont cette fois-ci différents les uns des autres. Ce n'est pas comme dans un arbre de décision, je le disais. Alors, il existe un assez grand nombre de méthodes utilisées en apprentissage profond. La plus courante, hein, notamment pour la reconnaissance d'images, ce sont les réseaux de neurones à convolution. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que les réseaux de neurones qui ont été très à la mode dans les années 80 à peu près, je pense qu'on peut dire, qui sont quand même pas mal passés de mode parce qu'ils avaient un certain nombre d'inconvénients et notamment une forte propension au surapprentissage. Et qui ne fournissaient pas forcément des résultats très supérieurs aux méthodes plus faciles à contrôler. Donc c'est amusant, les réseaux de neurones avec l'apprentissage profond sont vraiment revenus sur le devant de la scène. Mais ce sont pas les mêmes réseaux de neurones qu'avant, donc ils ont des caractéristiques différentes, notamment dans un réseau de neurones. Alors le modèle le plus classique, c'est le perceptron multicouche. Chaque unité, chaque unité, c'est ce qu'on appelle aussi un neurone. Chaque unité est connectée à toutes les unités de la couche précédente. Donc vous avez un enchaînement de couches. Tandis que dans un réseau de neurones à convolution, on va voir dans un instant, chaque unité n'est connectée qu'à un sous-ensemble de l'unité précédente. Donc ça peut sembler une limitation, mais en fait, c'est une idée qui est venue par analogie justement avec le fonctionnement de la vision. C'est suffisant et en plus, en fait, ça copie les mécanismes mis en œuvre pour la vision et ça permet de simplifier énormément les réseaux neurones. Donc ça permet de lutter contre le surapprentissage, donc de modéliser des phénomènes complexes avec un nombre de paramètres qui reste très grand, mais qui est beaucoup plus petit néanmoins qu'il ne le serait avec un réseau classique. Donc on a une complexité qui est très grande, mais qui est malgré tout maîtrisée. Alors, deux petits graphiques pour préciser les choses. Donc vous voyez, alors il y a deux choses importantes hein, dans les réseaux neurones à convolution. D'abord, le fait que, comme je vous le disais, chaque unité n'est connectée qu'à un sous-ensemble des unités de la couche précédente. Donc c'est un sous-ensemble qui est toujours limité. Alors ça dépend aussi de la taille des images, bien sûr, mais souvent on est à 3-4 neurones ou 5, disons. Alors, une autre chose importante et qui contribue à limiter aussi la complexité, ce sont les poids partagés. C'est le fait que quand vous avez, c'est ce qui est représenté ici,
quand vous avez des neurones qui sont, ou des unités qui sont connectées aux unités de la couche précédente, alors que dans les architectures classiques, tous les poids sont différents, donc il faut tous les estimer. Ici, vous voyez que vous avez des poids communs, donc les arêtes de la même couleur signifient qu'en fait, c'est le même poids qui doit être estimé simultanément. Alors, bon, l'intérêt d'une structure hiérarchique, rapidement, alors on voit dans l'exemple précédent, enfin on imagine facilement que quand on empile 3 couches de convolution, donc je vais dire dans un instant ce qu'est la convolution, avec un noyau 3 par 3, donc c'est voilà, c'est exactement ce qui est ici. Hein. Chaque unité est connectée à 3 unités de la couche précédente. Donc on voit facilement que chaque unité sera connectée à 5 unités de la couche encore, la couche N-2, et 7 unités de la couche précédente. Donc en fait, on arrive avec 3 couches à être connecté, à connecter chaque unité à 49 unités de la première couche. On obtiendrait la même chose avec un noyau beaucoup plus grand. C'est-à-dire si ici on avait directement 7 unités, alors c'est 49 parce que c'est en dimension 2, hein. Mais en fait, on a, du fait que quand on a plusieurs couches, à chaque niveau, en fait, on a juste un ensemble de poids à déterminer. Donc en fait, ici, on en a 3 par 3, on en a 9. Donc on en a 9, 9, 9. Donc on n'a que 27 paramètres à estimer, alors que si on avait directement une seule couche, mais beaucoup plus large, on aurait un plus grand nombre de paramètres. Donc là aussi, ça peut sembler être une perte d'information. Enfin, ça peut sembler être moins puissant comme dispositif, mais en fait, on compense ça par le fait qu'on peut introduire entre les différentes couches d'autres couches qu'on va voir, et notamment des fonctions d'activation non linéaire. Donc on peut réussir à introduire de la non-linéarité, donc à modéliser des phénomènes plus complexes que des phénomènes purement linéaires. Voilà, alors ça c'est là j'ai essayé de résumer un peu ce qu'est un réseau de neurones à convolution avec une figure que j'ai prise. Alors j'ai indiqué l'article à droite. Donc il y a une couche d'entrée, on a une ou plusieurs, et ensuite on a un ou plusieurs ensembles de couches qui se composent d'une couche de convolution. Alors on va voir dans un instant ce dont il s'agit. Donc une couche d'activation que là on retrouve dans tous les réseaux neurones. Donc la couche d'activation, je rappelle, c'est une couche qui consiste en fait à prendre le signal en entrée et à le faire passer dans une fonction, alors qui peut être une fonction sigmoïde ou tangente hyperbolique. Donc c'est une fonction c'est une fonction en S. Hein. Donc son intérêt, c'est qu'au voisinage de l'origine, elle est linéaire. Donc on peut modéliser des phénomènes linéaires quand on est au voisinage de l'origine. Mais on peut aussi, si on s'en éloigne, modéliser des phénomènes non linéaires. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette fonction est bornée. Donc ça permet d'éviter, ça permet plus facilement de combiner les différentes couches. C'est une normalisation naturelle. Et puis alors, il y a aussi quelque chose qui est propre au réseau de neurones à convolution, c'est ce qu'on appelle le pooling, sur lequel je vais revenir. Donc en fait, dans chaque niveau, on a 3 couches. La deuxième est classique. La première et la troisième sont vraiment propres à l'apprentissage profond. Donc je vais vous montrer quel est leur intérêt. Et puis ce que j'ai indiqué, c'est qu'on a souvent entre 4 ou 5 niveaux de convolution. Alors, il y a une grande variété. Hein. Et puis pour finir, oui, on a entre ces couches-là et la couche de sortie. Donc la couche de sortie, c'est celle qui contient les données à prédire. Donc une couche de sortie, si vous voulez juste prédire une donnée binaire ou continue, ça sera juste un nombre.
ou un indicateur binaire, ou si vous voulez faire du classement, par exemple tout à l'heure je parlerai de classement de caractères, de reconnaissance de chiffres, eh bien on aura une sortie avec 10 sorties pour les 10 chiffres possibles. Alors le mécanisme de convolution, en fait, il sera plus compréhensible en regardant la figure en bas. Vous voyez, vous avez vos données en entrée qui sont ici. Ce qu'on appelle le noyau de convolution, ou qu'on appelle aussi le filtre, c'est une matrice en fait. Donc ici, c'est une matrice 3-3, hein, comme ce que je disais tout à l'heure. Et c'est une matrice en fait qu'on va déplacer sur les données en entrée. On va faire ensuite un produit scalaire. Donc là, on va faire 40 fois 0, plus 42 fois 1, etc. Donc c'est un produit scalaire. En fait, c'est simplement un produit de convolution au sens mathématique du terme. Alors, si ce n'est que dans le produit de convolution, le vrai, on a un signe moins qui sert à assurer la commutativité. En général, il y a un abus de langage quand on parle de réseau à convolution, qui est qu'ici, en fait, on a un signe plus. Mais mathématiquement, c'est moins bien, mais pour le réseau neurone, ça ne change rien. Donc c'est pour ça que je vous disais que chaque neurone d'une couche n'est relié qu'à un nombre limité de neurones ou d'unités de la couche précédente, donc ici 9, et en plus avec des poids partagés, puisque ici, toutes les unités ici seront obtenues à partir des données en entrée avec le même noyau de convolution, la même matrice. Alors, quel est l'intérêt de ce produit de convolution? Il va être évident si on regarde ces quelques figures. Donc, là, vous voyez le Taj Mahal avec plusieurs matrices, plusieurs noyaux de convolution possibles. Vous voyez que vous pouvez, selon les noyaux, alors ça passe très mal ici, mais en bas à gauche, ce que vous devriez voir normalement, ce sont exactement les contours du Taj Mahal. Bon, j'ai pas le temps, mais si vous faites l'exercice, alors sachant que les pixels noirs sont notés 0 et les pixels 1 sont codés 1, on voit facilement que quand on est sur une zone de la même couleur, ici, il y a une compensation, et quand on fait le produit de convolution, on a une compensation qui fait qu'on obtient 0, donc on obtient du noir. Alors que justement, quand on est entre deux couleurs, donc au niveau d'une arête, là, le signal ressort. Donc vous voyez qu'avec différents noyaux de convolution, on peut faire ressortir des caractéristiques différentes d'une image. Donc l'idée, c'est que ce mécanisme de convolution permet, comme j'ai indiqué, de passer de niveaux de plus en plus complexes, par exemple de passer de pixels jusqu'au bord. Donc là, on a vu qu'on pouvait repérer le bord du monument. En combinant plusieurs filtres possibles, eh bien, on va pouvoir détecter plusieurs caractéristiques différentes. J'en ai donné 4 exemples, mais il y en a encore bien d'autres. Donc, on peut évidemment traiter la couleur. Et ce qui est intéressant aussi, je vous disais tout à l'heure, c'est que ces traitements-là peuvent se paralléliser. Et donc, on peut bénéficier d'architectures massivement parallèles, que ce soit, notamment en GPU. Ça peut tourner aussi sur des machines classiques, hein. Voilà. Et on voit aussi que cette convolution permet par exemple, de détecter justement les bords d'une image, sans savoir, les bords d'un objet, sans savoir précisément où il se trouve dans l'image. Donc c'est vraiment ça qui est la force de ces méthodes d'apprentissage profond, c'est de pouvoir identifier, détecter, extraire en fait des caractéristiques intéressantes d'une image sans préjuger du positionnement des objets, de leurs caractéristiques dans l'image. Alors,
Une autre spécificité des réseaux à convolution, c'est le pooling. Alors très rapidement, alors le pooling, vous pouvez voir tout en haut à droite ce dont il s'agit. En fait, c'est là aussi un mécanisme de simplification, comme les poids partagés. Là, l'idée, c'est que parfois, c'est pas... on ne cherche pas à localiser très précisément un objet, mais on cherche juste à savoir qu'il y a un objet dans telle portion de l'image. Donc c'est toujours cette idée qu'on cherche des caractéristiques spatialement invariantes. Donc ça se fait par pooling. Alors c'est très simple le pooling. Vous voyez, vous partez par exemple de la matrice 4,4 qui est en haut et vous allez la réduire à une matrice de 2 en déplaçant là aussi une fenêtre en quelque sorte. Et vous allez prendre par exemple le maximum de chacune de ces fenêtres. Donc c'est ce qui est représenté ici. Hein. Donc la fenêtre 1, 1, 5, 6, son maximum c'est 6, etc. Donc en fait, on garde qu'une seule caractéristique de cette partie de l'image. Souvent c'est le maximum, parfois on prend la moyenne. Ça dépend des problèmes. Alors on peut aussi, dans l'exemple qui est ici, il n'y a pas de chevauchement. Hein, donc on déplace une fenêtre mais sans chevauchement. On peut aussi améliorer les performances en introduisant un chevauchement de ces images. Donc vous voyez, en fait, en apprentissage profond, on retrouve quelque chose qu'on connaît bien en statistique, qui est qu'on essaie d'extraire l'information importante. C'est comme en analyse factorielle, en fait, on diminue le nombre de variables étudiées en s'attachant aux premiers axes. Là aussi, on essaie de simplifier le problème, mais le simplifier en gardant le maximum d'informations. Voilà, là, je sais peut-être combien de temps, j'ai peut-être pas le... Ouais, donc je vais passer assez vite. J'avais juste rappelé ici le mécanisme, enfin disons la méthode de descente du gradient qui est utilisée dans pas mal de domaines et notamment pour l'apprentissage des réseaux neurones. Alors juste, donc les réseaux à convolution se font également par descente du gradient stochastique, donc pour les amateurs. J'ai indiqué ce que disait Rico tout à l'heure, qu'il est important de normaliser les données en entrée. Enfin, ce n'est pas toujours indispensable, mais dans certains cas, ça peut quand même être très, très utile. Donc il faut faire un tirage des poids en entrée. Alors, ce qui est intéressant peut-être à mentionner, c'est que quand on fait de la reconnaissance d'images, on a alors, parfois, on a un assez grand nombre d'images. Hein, je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Mais ce nombre d'images peut être malgré tout insuffisant, enfin très limité pour apprendre un modèle vraiment performant. Enfin, c'est un problème qu'on connaît bien en statistique, hein, c'est d'avoir suffisamment d'individus étiquetés, comme on dit, suffisamment de cas pour l'apprentissage. Donc c'est un problème qu'on a également en apprentissage profond. Quelque chose qui est fait, c'est ce qu'on appelle la data augmentation. Donc en fait, on a un ensemble d'images et on va générer de nouvelles images par translation, par rotation, enfin, en les déformant d'une façon, j'allais dire, presque mécanique. Donc on va augmenter le jeu de données, sachant qu'évidemment, quand on a déformé ces images, on connaît encore leur étiquette, donc on sait encore... si c'est quel chiffre c'est, si c'est la reconnaissance de chiffres, ou quelle lettre, ou quelle personne, quel objet. Là, je passe très vite, mais ce que je voulais indiquer dans cette slide sur l'apprentissage des réseaux à convolution, c'est qu'on retrouve des principes qu'on trouve ailleurs, par exemple en régression pénalisée avec le weight decay en norme L1 ou L2, donc la Sow Ridge. Donc c'est en fait l'apprentissage profond est à la fois très original, très spécifique, mais il reprend aussi des idées qu'on trouve ailleurs. Alors, bon, le dropout, je vais passer rapidement. Enfin, juste en un mot,
c'est quelque chose qui est récent aussi dans les réseaux de neurones, enfin qui date de 2012, qui consiste à annihiler l'action d'un neurone aléatoirement avec une certaine probabilité. Et finalement, là aussi, on perd en quelque sorte de l'information, mais on peut éviter le surapprentissage. Donc, le surapprentissage, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais c'est vraiment le pire ennemi du modélisateur. Hein. C'est d'avoir un modèle qui apprenne par cœur un jeu de données, mais qui soit incapable de se généraliser, qui n'apprennent pas seulement les caractéristiques générales, mais vraiment les spécificités d'un jeu de données et des spécificités qui ne se généralisent pas. Et notamment, un problème des réseaux neurones, c'est ce qu'on appelle la co-adaptation, donc le fait que un neurone peut en fait répondre en fonction des autres. Voilà, donc le dropout est une idée simple, mais qui a été très efficace. Alors, quelques applications, l'ancêtre un peu, c'est la reconnaissance des chiffres manuscrits, hein, puisque ça fait déjà quelques décennies que ce problème est étudié, je vais y revenir. La reconnaissance de caractères, la reconnaissance d'images, donc ça c'est le grand classique qui se développe. Hein. Vous voyez qu'on atteint des taux d'erreur, notamment sur le jeu Sifardis, de 4,47%. Enfin, d'ailleurs, ce taux diminue d'année en année. Sur le jeu, alors non, mais ça je vais y revenir après. Alors, un jeu de données encore plus important, c'est ImageNet, donc qui est utilisé tous les ans pour un concours de reconnaissance d'images. Donc, vous voyez 14 millions d'images et 20 000 classes à identifier, donc c'est très complexe. Et vous voyez que les résultats s'améliorent d'année en année, puisque en 2012, on avait 16% de taux d'erreur, 14%, et on est tombé en 3 ans de 16 à 3,5% de taux d'erreur, ce qui est vraiment... je pense que Rico serait bien reconnu par ces réseaux-là. Il y a aussi, après la reconnaissance d'images statiques, bien sûr, la reconnaissance d'images vidéo. Alors, ce qui introduit une complexité supplémentaire, mais ce qui peut aussi permettre, avec l'information temporelle, d'apporter une information utile. Donc, vous avez, bon, je passe assez vite, mais des applications qui, évidemment, sont liées à la voiture sans conducteur. Donc, vous voyez que cette reconnaissance d'images et donc l'apprentissage profond sont vraiment au cœur de problèmes vraiment importants aujourd'hui, y compris des choses comme la description d'images pour des non-voyants. Ça commence, alors je ne sais pas si c'est actuellement en production, mais c'est envisagé par des réseaux sociaux notamment. L'analyse d'images médicales aussi. Voilà, un exemple amusant dont je passe très vite, c'est le jeu de Go. Vous savez que l'année dernière, il y a un an en fait, un algorithme pour la première fois a vaincu le champion du monde du jeu de Go. C'était beaucoup plus difficile qu'aux échecs parce que le jeu est plus complexe avec beaucoup plus de combinaisons possibles. Ça a été fait par apprentissage profond. Et en fait, j'ai représenté en haut à droite une configuration possible pour suggérer qu'il y a de la reconnaissance d'images en fait dans cet algorithme-là, puisqu'on apprend au jeu à repérer des positions gagnantes. Voilà, on peut même s'amuser à reconnaître le style d'écrivain. Donc, je lui donne un exemple, mais j'ai peut-être plus le temps. Bon, tant pis. Voilà, bah, écoutez, de toute façon, je pense que les supports seront mis sur le site et vous pourrez avoir, vous voyez, j'avais mis un exemple de code R aussi, pour dire qu'en R, donc pour finir là-dessus, on peut... tout le monde en fait peut disposer d'outils libres qui permettent de mettre en œuvre ces méthodes. C'est vraiment, comme tu disais Rico, c'est une sorte de démocratisation, ce qui paraissait de la science-fiction il y a quelques années maintenant, peut être fait par des étudiants, par absolument tout le monde. Voilà, donc le sujet est vraiment passionnant et n'a pas fini de se développer. Merci à tous.